Ok, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, c'est tout bon. Ok, parfait, merci. Aujourd'hui, on va parler de syndrome dilatation torsion de l'estomac. On va juste revoir un petit peu exactement ce que c'est et surtout comment un petit peu les stabiliser pour les préparer au mieux à leur chirurgie et comment bien les monitorer et les surveiller en post-opératoire pour justement un petit peu améliorer leur pronostic. Donc, le syndrome dilatation torsion de l'estomac, c'est vraiment une condition qui est très aiguë, qui peut rapidement être mortelle, qui affecte souvent les chiens de grande race. On dit souvent torsion du soir, espoir, parce que les propriétaires, le soir, sont encore réveillés, donc ils voient assez rapidement les signes cliniques et ils se présentent en urgence, alors que torsion du matin, chagrin, souvent la nuit, les propriétaires dorment, ils n'ont pas vraiment le temps ou l'opportunité d'observer les signes cliniques de leur animal. Et si l'animal reste plusieurs heures en dilatation, torsion sans aucune prise en charge, malheureusement, son pronostic est beaucoup plus sombre. C'est une condition qui a quand même un taux de mortalité assez élevé. Dans les études, vous trouverez de 20, 30 à 40% avec des décès qui peuvent être pré-op avec une euthanasie par refus de prise en charge, per-op ou post-op. C'est une urgence médicale et chirurgicale qui est absolue et qui nécessite vraiment une prise en charge immédiate. Au niveau de nos espèces cibles, c'est principalement des chiens. C'est aussi décrit chez les cochons d'Inde, mais on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui. C'est également décrit chez les chats, c'est très rare. Par contre, vous trouverez, il y a quelques case reports de GDV chez les chats. Souvent, c'est dû à une maladie concomitante. Donc, par exemple, on peut avoir des GDV suite à des hernies diaphragmatiques ou des masses, des néoplasies ou des choses comme ça, mais ça existe chez le chat. C'est plutôt des grandes races que des petites races, mais ça existe encore une fois chez les petites races. Je pense que en 6 ans, j'ai dû avoir un Spitz et un bichon. Et c'est surtout chez des chiens plutôt d'âge adulte âgé, mais encore une fois, hein, ça existe aussi chez le jeune. Il y a 2 semaines, on en a eu un chez un chien de 2 ans, par exemple. L'étiologie précise, elle n'est pas vraiment connue, mais il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été identifiés. Donc, comme on vient de le dire, la race, plutôt des grandes races, des races géantes, Labrador, Grand Danois, euh, Berge allemand, en tout cas, toutes ces races-là. Des chiens qui vont avoir une conformation avec un thorax plutôt profond. Il a été montré que le stress aussi des animaux qui étaient anxieux, stressés, avaient malheureusement plus de risques de présenter des GDV que des chiens qui étaient entre guillemets un petit peu mieux dans leur tête. L'alimentation, donc par exemple, un seul repas manger en hauteur, ça a été montré que ça pouvait effectivement aussi augmenter un petit peu l'incidence des GDV. Certaines compositions de croquettes par rapport à notamment tout ce qui va être huile, céréales aussi, ça a été étudié. L'âge, donc on va avoir une distension un petit peu plus importante du ligament hépatogastrique avec l'âge et donc un risque un petit peu plus majeur de TDV chez le chien. On peut également avoir des facteurs génétiques et des antécédents familiaux. Il a été montré que si dans une même lignée, des parents ou des grands-parents avaient déjà présenté un épisode de GDV, l'animal était plus à risque d'en présenter un également. Des maladies intercurrentes également, tout ce qui va être retard de vidange gastrique, pathologie pylorique. Puis il a été également montré que des animaux qui avaient déjà subi une splénectomie dans le passé avaient également eux aussi plus de risques de présenter un GDV dans leur vie. Donc au niveau de la pathogénie, quid de l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est le volvulus puis la dilatation ou la dilatation puis le volvulus? Finalement, c'est il n'y a pas encore de mécanisme bien tranché. On supposait plutôt avant que c'était dilatation puis volvulus. Finalement, on se dit que c'est peut-être plutôt volvulus, puis finalement, ça va être toute la fermentation au niveau stomacal qui va provoquer la dilatation secondaire. Quoi qu'il en soit, que ce soit volvulus et dilatation ou dilatation puis volvulus, comment dire, les mouvements sont les mêmes. On va d'abord avoir un déplacement qui va être ventral puis crânial, donc du pylore et du duodénum qui va ensuite passer au-dessus en tout cas de l'estomac et on va ensuite avoir un déplacement vers la gauche et dorsalement et on va observer cette torsion gastrique. Au niveau, on va voir un petit peu plusieurs petits mécanismes qui accompagnent la dilatation torsion de l'estomac chez le chien. Donc, la rate, elle est attachée via le ligament gastrosplénique. Donc, il y a vraiment une anatomie très intime, entre guillemets, entre l'estomac et la rate. Donc, le déplacement de la grande courbure de l'estomac lors de GDV va également provoquer un déplacement de la rate et donc une avulsion des branches gastriques de l'artère splénique qui est située dans le ligament gastrosplénique, justement.
Ces branches-là, elles irriguent principalement le fondus, donc on peut avoir de l'estomac, donc on peut avoir une hémorragie en cas de rupture des vaisseaux, mais surtout une ischémie. On a également une diminution de la pression de perfusion parce que la tension sur la paroi de l'estomac va augmenter, ce qui va comprimer encore une fois les vaisseaux, mais cette fois-ci intramuraux au sein de la paroi stomacale, ce qui va également provoquer une ischémie et une nécrose. À savoir que c'est principalement tout ce qui va être la zone pylorique qui va être la plus sensible et la plus, la plus à risque d'ischémie. Ça s'observe également au niveau du cardia, mais c'est plutôt au niveau de la zone pylorique. Lors de syndrome d'IDV, on va avoir vraiment un état de choc complexe qui va être un petit peu plurimodal, entre guillemets. On a plusieurs types de chocs qui peuvent un petit peu venir, s'entremêler ensemble. Le premier grand type de choc, ça va être le choc distributif. Comme on le sait, on va avoir une grosse dilatation de notre estomac, ce qui va comprimer la veine cave caudale et la veine porte. Ceci, ça va diminuer le retour veineux et ainsi diminuer la précharge. À ce moment-là, on va avoir une diminution de notre débit cardiaque, une hypotension, une diminution de notre perfusion tissulaire et une hypoxie du myocarde qui va se développer. On va parler de l'hypoxie du myocarde un tout petit peu plus en détail dans la slide d'après. Pour pallier à ça, on va avoir une tachycardie compensatoire qui va se mettre en place, parce que cette tachycardie compensatoire, elle augmente la demande en oxygène du myocarde. Donc, secondairement à l'ischémie, en fait, ce qui va se passer, c'est que notre pancréas, il va produire ce qu'on appelle un facteur dépresseur myocardique. Ce facteur-là, plus l'ischémie, plus les radicaux libres qui vont être produits et libérés, ça va vraiment venir faire une grosse ischémie de notre myocarde, diminuer notre contractilité cardiaque et donc provoquer les arythmies que l'on peut voir pré-chirurgie, mais qu'on peut voir également post-chirurgicale. La baisse de notre perfusion tissulaire va provoquer une libération de catécholamines qui vont vraiment provoquer une grosse vasoconstriction et ce qui va essayer de rediriger notre flux sanguin vers les organes nobles pour les protéger, cerveau et reins, au détriment du système digestif. Donc, ce qui va encore plus, augmenter l'ischémie et l'hypoxie digestive. Et ça va également, la libération de catécholamines, provoquer la tachycardie dont on a parlé juste avant. Et donc, tachycardie et vasoconstriction, tout ça, ça va vraiment augmenter notre demande en oxygène du myocarde. Donc, on a vraiment, dans cette pathologie-là, on demande au myocarde de produire vraiment un effort important, tout en sachant qu'on a un apport en oxygène qui va être diminué. Et donc, ça va vraiment provoquer une hypoxie au niveau de notre myocarde. Pourquoi notre apport en oxygène peut être diminué? Parce qu'on peut également avoir un choc hypoxique. La taille de l'estomac va vraiment augmenter de manière considérable dans les cas de GTV, et donc ça va provoquer une pression sur le diaphragme. Cette pression-là va provoquer une inadéquation entre notre ventilation et notre perfusion. Notre PCO2 va avoir tendance à augmenter, donc on diminue un petit peu l'apport en oxygène au niveau de tous nos organes, et donc on aggrave un petit peu notre hypoxie. À savoir aussi qu'il y a certains petits chiens qui peuvent avoir une petite pneumonie par respiration concomitante qui va également participer à aggraver l'hypoxie. Et enfin, troisième type de choc que l'on peut rencontrer dans les cas de GDV, c'est un choc septique. Les entérocytes au niveau de notre système digestif sont extrêmement sensibles à l'hypoxie. Donc, vous pouvez vraiment avoir secondairement à l'hypoxie une translocation bactérienne et donc un choc septique secondaire. C'est un petit peu le premier scénario. Le deuxième, c'est que à cause de l'hypoxie au niveau de notre système digestif et principalement au niveau de notre estomac, de la nécrose peut se mettre en place. La nécrose peut évoluer vers une perforation et donc provoquer une péritonite septique et un choc septique. Ça, c'est un petit peu pour revoir les différents mécanismes qui vont être importants et qui vont surtout nous aider à offrir une prise en charge adéquate à notre petit patient. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à la présentation clinique et justement la prise en charge médicale, comment les stabiliser, comment les aider. Au niveau de la présentation clinique, c'est assez classique. C'est tout ce qui va être effort de vomissement, distension abdominale, allaitement, inconfort, agitation. Plutôt chez un chien de grande race, plutôt chez un chien un petit peu adulte. Mais voilà, on n'écarte pas les chiens de petite race et les chiens un petit peu plus jeunes. Au niveau de l'examen physique, vous allez avoir toutes les modifications qui vont être en lien avec le choc. Donc, la tachycardie, alors, pouls faible ou pouls très frappé, ça dépend un petit peu du niveau de choc et du délai de présentation par rapport au début des signes cliniques. Vos muqueuses, elles peuvent être congestionnées ou pâles. Votre TRC très rapide ou ralenti, ça dépend un peu vraiment de où vous vous situez dans votre choc quand l'animal se présente à vous.
Vous allez pouvoir observer une distension abdominale. Elle est plus ou moins franche, hein. Il y a des animaux qui vont avoir une très forte distension. Il y en a d'autres pour laquelle ça va être un petit peu plus discret, avec un tympanisme. C'est un animal qui va souvent présenter du ptyalisme et qui peut présenter au moment de la consultation également des tentatives de vomissement qui ont souvent été remarquées par les propriétaires. Vous pouvez, à l'auscultation, entendre des arythmies cardiaques. Si vous pouvez, au moment de l'examen clinique, faire un ECG, ça vous permet également aussi de les évaluer, de les caractériser. C'est des animaux qui vont être soit très amorphes, s'ils arrivent un petit peu tardivement, ou qui, en début de syndrome, vont être plutôt très agités et qui peuvent également présenter de la dyspnée ou de la tachypnée par rapport donc, à ce qu'on a vu avant, que la grosse dilatation stomacale qui va venir comprimer notre diaphragme. Au niveau du diagnostic, souvent le diagnostic clinique suffit hein, au niveau de votre anamnèse et de votre examen physique. Par contre, c'est vrai que pour le confirmer, c'est la radiographie qui va être notre moyen de diagnostic utile. Généralement, c'est une seule radio et c'est la latérale droite. Si on a un doute, on peut faire une vue de face. Alors, on ne met jamais ces animaux-là sur le dos. Donc, on va venir faire une dorso-ventrale. On laisse notre animal sur le ventre. Et ce qu'on va venir chercher sur la radio de face, c'est la position de notre pylore. Si notre pylore est au bon endroit ou non, et ce qui va nous permettre un petit peu de nous aider à diagnostiquer une dilatation de torsion. J'insiste parce que généralement, ce qu'on a tendance à faire quand un animal se présente en clinique, c'est tout de suite faire la radio. Comme ça, on a notre diagnostic. Ça prend 5 minutes. C'est très rapide. Puis on se dit, bon, on fait ça et comme ça, c'est fait. Attention, parce que si vous avez un animal qui est extrêmement stable à son arrivée parce que la pathologie est très débutante, ça ne me gêne pas. Par contre, si vous avez un animal qui commence déjà à présenter des signes de choc, vous devez absolument stabiliser votre animal. C'est votre priorité avant de faire la radiographie. La radiographie, oui, elle va vous confirmer, ça va vous permettre de montrer au propriétaire, de discuter un petit peu avec lui et d'envisager ensuite la chirurgie, mais stabiliser vraiment votre animal avant. C'est un petit peu comme les dyspnées de chat et les radiographies. Votre urgence, c'est de stabiliser le chat. C'est pas de faire la radiographie, parce que finalement, selon votre anamnèse et votre examen clinique, vous avez quand même pas mal votre diagnostic en tête. Donc maintenant, comment on stabilise notre petit patient? Idéalement, on va venir poser 2 cathéters intraveineux au niveau des membres antérieurs. Au niveau des membres pelviens, c'est un petit peu moins utile. Hein. Avec votre estomac, vous allez avoir une compression de vos gros vaisseaux. Donc, on les pose plutôt au niveau des membres antérieurs. Idéalement 2, parce que ça va permettre de bollusser vraiment plus rapidement, surtout quand vous avez des chiens très gros. Parfois, les volumes de bolus nécessaires dépassent un peu la capacité de la pompe à perf qu'on utilise. Au moment de poser vos cathéters veineux, profitez-en pour prendre un petit peu de sang. Dans les cas de GDV, honnêtement, on n'a pas nécessairement besoin de faire un bilan sanguin complet. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est les lactates. Ça va être utile principalement pour le suivi, pour voir un petit peu aussi l'efficacité de votre réanimation liquidienne et voir un petit peu péropératoire et post-opératoire, un petit peu la tendance. À savoir que vous allez trouver un peu plusieurs informations dans la bibliographie scientifique, mais il a été plus ou moins montré que des lactates supérieurs à 6,6 à l'admission pouvaient être indicateurs de nécrose stomacale. Attention, je ne veux vraiment pas qu'on utilise les lactates comme une valeur unique égale mauvais pronostic, parce que c'est vraiment la cinétique de vos lactates qui va être importante. C'est sûr que si au bout de 6 à 12 heures, vos lactates n'ont pas diminué d'au moins 50%, le pronostic va être plus réservé pour les prochaines 12 à 24 heures. Mais on essaye de ne pas se limiter à une valeur unique. HTPT, urécréate, vous pouvez avoir une azothémie soit pré-rénale, soit une atteinte rénale concomitante et un gaz sanguin et un ionogramme si possible. Ce n'est pas nécessairement tout le temps disponible, mais ce qui va vous permettre d'évaluer vos électrolytes, notamment vous pouvez avoir une hypokaliémie, une hypochlorémie et voir un petit peu au niveau de votre pH sanguin. Souvent, vous avez des acidoses, mais vous pouvez observer également de l'alcalose en fonction des phénomènes compensatoires qui sont mis en place par l'organisme. Vous pouvez faire numération formule CHEM10 ou CHEM17, mais globalement, c'est des choses qui sont un petit peu moins utiles dans ces cas-là. Ce n'est pas ce qui va être le plus important, disons, pour l'animal. La deuxième partie de notre stabilisation, une fois qu'on a mis nos cathéters, c'est notre fluidothérapie. Donc, vous allez pouvoir réaliser des bolus de 10 à 15 ml/kg sur 15 minutes et réévaluer vos paramètres cliniques et biochimiques. Pouls, fréquence cardiaque, couleur des muqueuses, pression artérielle, lactate. Généralement, on admet qu'on fait 2 à 3 bolus maximum de... Alors oui, je ne l'ai pas noté, mais c'est bien des cristalloïdes. On fait 2 à 3 bolus maximum de cristalloïdes. Puis si on n'a pas une réponse clinique satisfaisante, à ce moment-là, on peut envisager de la saline hypertonique, par exemple, à 3 à 5 ml/kg IV lent, là, sur une petite dizaine de minutes.
Donc ça, c'est important c'est vraiment important d'évaluer. C'est pas je fais un bolus, puis oh tiens, ça me tente bien d'en faire un deuxième, j'en fais un deuxième. Non, c'est vraiment important de checker à la fin de votre première bolus comment est sa fréquence cardiaque par rapport à la nutrition, comment est son pouls, comment sont ses muqueuses, de tout réévaluer pour savoir si oui ou non votre animal a besoin d'un second bolus. Le but, c'est pas non plus de les surcharger ou de leur donner des fluides pour leur donner des fluides. Il faut vraiment qu'on ait vraiment un suivi clinique. C'est des animaux qui, à la mission, vont être très inconfortables. Donc, ça va être important de leur donner assez rapidement de l'analgésie. Si les animaux sont extrêmement stressés ou agités ou inconfortables, vous pouvez également coupler votre analgésie avec une benzodiazépine type midazolam 0,2 mg par kilo, par exemple, ou Valium si vous préférez le diazépam. Au niveau de l'analgésie, bon, je vous ai remis la buprenorphine, mais pour moi, c'est un petit peu léger dans ces types de présentations-là. Donc, je préfère personnellement la méthadone. Méthadone, là, j'ai repris un tableau d'une ancienne présentation, mais 0,1 mg kilo, on n'utilisera jamais 1 mg kilo, hein. J'aurais dû le recorriger, mais généralement, on utilise 0,2 à 0,3 mg kilo que vous pouvez donner par voie intraveineuse. Si vous avez du fentanyl, vous pouvez également mettre du fentanyl et la lidocaïne va être hyper intéressante dans les cas de dilatation de torsion parce que de un, elle a une très bonne analgésie viscérale, ce qui est un petit peu notre système cible, mais elle a également une activité anti-arythmique qu'on va revoir après. Donc chez le chien, les CRI de lidocaïne, c'est de 25 à 100 microgrammes kilo minute. Je vous recommande de commencer à 25 et au besoin d'augmenter. C'est assez rare que j'aille plus haut que 75 microgrammes kilo minute, puisqu'après, c'est extrêmement nauséeux. Et de la lidocaïne à 100 microgrammes kilo minute, ça peut vraiment rendre vos patients très, très nauséeux. Les CRI de lidocaïne, c'est assez simple. On prend le flacon de lidocaïne pure, on lui met un truc de perfusion, on plante un truc de perfusion dedans et c'est tout. Pas besoin de diluer, pas besoin de coup, ok, c'est la lidocaïne pure. Donc, c'est extrêmement facile à mettre en place. La seule chose, c'est de faire les petits calculs pour trouver le bon débit, mais c'est assez rapide. C'est également des animaux qui peuvent et qui vont avoir besoin d'oxygène. On va essayer de préférer le flow-by ou les lunettes. Donc, au niveau des débits, généralement, c'est 1 à 1,5 litres par 10 kg minute. Vous pouvez augmenter jusqu'à 2, mais généralement, ça commence à être un petit peu irritant et les animaux le tolèrent un petit peu moins bien, surtout aux lunettes, au flow-by. N'hésitez pas à augmenter. Pourquoi pas le masque sur des grands animaux comme ça peut être beaucoup plus stressant pour eux. Et à ce moment-là, on va perdre un petit peu l'effet bénéfique de notre oxygénothérapie. Donc, flow-by ou lunettes. Une fois qu'on a stabilisé l'état de choc de nos patients, qu'on les a rendus un petit peu plus confortables, qu'on leur apporte l'oxygène dont ils vont avoir besoin, on peut réaliser une décompression gastrique. La décompression gastrique, je vous dirais qu'il y a un peu plusieurs écoles et plusieurs philosophies ou plusieurs modes de pensée. Alors, pour commencer, vous avez donc le choix entre gastrosynthèse ou sondage gastrique. La gastrosynthèse, ça va être une décompression qui va être très rapide, surtout très utile sur un animal instable, par exemple, qui serait non anesthésiable. Idéalement, on va essayer d'aller à gauche, mais en fait, si vous avez un échographe, vous pouvez juste checker un endroit où vous n'avez pas votre rate qui vous dit bonjour. Important, hein, on tonte et on scrub. Oui, je sais que dans l'urgence, on peut être tenté de juste prendre l'aiguille et la planter, mais bon, reste qu'on va contaminer un petit peu notre cavité abdominale. Donc, si on peut prendre 3 petites minutes pour faire une petite tonte, un petit scrub, c'est parfait. Si vous n'avez pas d'échographe, on va chercher la zone de tympanisme maximum. Et donc, les risques, bien évidemment, c'est soit des lésions de l'estomac si vous tapez dans une zone de nécrose. Parfois, juste votre aiguille peut vraiment venir faire une perforation stomacale et donc une péritonite secondaire et des hémorragies si votre rate se met en travers de votre chemin. Donc, si vous avez un échographe, c'est très rapide aussi. Vous posez juste la sonde, vous vérifiez que vous avez uniquement de l'air, qu'il n'y a pas la rate qui fait coucou. Vous plantez votre aiguille. Donc, soit une aiguille, soit un cathéter. Moi, j'aime beaucoup les cathéters. Une fois que j'ai planté mon cathéter, je retire mon mandrin et comme ça, j'ai quelque chose de non traumatique qui reste dans ma cavité abdominale. Et vous venez vidanger votre estomac et l'air stomacal de cette façon-là. C'est votre première option. La deuxième, ça va être un sondage gastrique. Donc, on va utiliser une sonde orogastrique. Donc, avant de faire ça, on va venir mesurer à peu près depuis le bout du nez jusqu'à à peu près la dernière côte pour savoir un petit peu la longueur que vous allez mettre. On va anesthésier notre patient. Vous pouvez essayer de le faire juste sous sédation profonde, par exemple midazolam et méthadone. Je préfère quand ils sont complètement anesthésiés parce qu'avec notre tube endotrachéal, on va venir protéger leur voie respiratoire pour éviter le reflux.
Vous lubrifiez très bien votre sonde, vous passez dans l'estomac et quand vous arrivez devant le cardia, au niveau du cardia, c'est possible que que vous ayez à faire un petit mouvement de rotation avec votre sonde pour passer le cardia. Sur des animaux en dilatation, torsion gastrique, vous pouvez réussir à les sonder. C'est pas parce qu'ils sont tordus que votre sonde ne passera pas. Et le fait de dire ma sonde ne passe pas, il est tordu, c'est pas un critère qui vous permet de diagnostiquer une dilatation ou ma sonde passe donc il n'est pas tordu non plus. Le sondage gastrique va vous permettre de vidanger de manière un petit peu plus rapide et surtout efficace. Vous n'allez pas retirer uniquement l'air, mais vous allez pouvoir retirer également du contenu stomacal. La seule petite chose, c'est que si vous faites le sondage gastrique et que votre chirurgien arrive 1 heure après, vous gardez votre animal anesthésié pendant 1 heure, plus ou moins inutilement. On ne va pas le réveiller pour le réendormir après. Donc, oui, c'est bien, mais par contre, il faut vraiment très bien s'organiser en termes de timing par rapport à la chirurgie et la prise en charge chirurgicale derrière, pour pas que pour pas que vous ayez à faire ça et que votre chirurgien me dise, allez, là, je suis dans les bouchons, je suis pas là avant 1 heure et votre animal dorme 1 heure pour rien. C'est un petit peu l'inconvénient de cette technique-là. Personnellement, j'ai pas tendance à faire de décompression gastrique s'ils sont pas sur le point de, en fait, comment dire? Je fais des décompressions gastriques si vraiment l'animal est moribond, en état de choc sévère. Par contre, si l'animal est relativement stable, avec un état de choc très débutant, et que je sais que mon chirurgien peut être là 1 heure après, je vais pas avoir tendance à faire de gastrosynthèse. Donc, je vous dirais, il y a un petit peu 2 écoles. Il y a des chirurgiens qui vont préférer qu'on fasse une décompression gastrique avant. Il y en a d'autres qui vont vous dire, si l'animal est stable, je préfère que tu n'en fasses pas. Donc ça, après, c'est vraiment comment dire, des techniques et des pratiques un petit peu vétérinaires dépendants. Mais c'est vrai que oui, si votre animal est vraiment en état de choc avec une dilatation très sévère, ça va être recommandé en effet de faire la gastrosynthèse. La gastrosynthèse à domicile, oui, ça se tente, d'autant plus si, par exemple, ton animal est vraiment instable et que tu as envie tu vas avoir ton temps de transport, l'animal va devoir être admis dans la clinique et compagnie. Donc là, ta prise en charge chirurgicale, elle peut vraiment être retardée. Donc j'aurais tendance à dire que oui, je ferai une gastrosynthèse à domicile. C'est sûr que pour moi, la dilatation de torsion gastrique ne devrait pas... Hop. C'est sûr que pour moi, la dilatation de torsion gastrique ne devrait pas être un motif de consultation à domicile. Quand c'est assez clair, type tentative de vomissement sur un berger allemand de 8 ans, à ce moment-là, et qu'on peut les envoyer en clinique, c'est mieux. Par contre, voilà, après, c'est sûr que parfois, les motifs de consultation sonne pas tellement dilatation de torsion gastrique et que quand on arrive à domicile, finalement, il s'avère que c'en est une. Donc, à ce moment-là, oui, il faut les stabiliser avant de les référer et une gastrosynthèse à domicile, ça se tente. La seule chose, c'est que si tu as un échographe à domicile, c'est parfait. Si tu n'en as pas, il faut bien prévenir les propriétaires des risques parce que tu pourrais causer une hémorragie abdominale si ta petite rate vient dire bonjour au passage. Hop. Tout ce qu'on a dit avant sur la stabilisation, c'est des choses en effet que vous pouvez facilement faire à domicile. Cathéter, fluidothérapie, lactate, urécréate, hématocrite. Pour le coup, on n'a pas besoin d'être en clinique pour cette prise en charge et cette stabilisation-là. Donc, c'est des choses qui s'adaptent et qui se transposent très, très bien à une prise en charge à domicile si vous êtes confronté à ce type de cas-là. Hop, bon, là pour le coup, ça va plutôt être pour la partie clinique. C'est que si vous pouvez réaliser un ECG, c'est absolument parfait. Vous allez avoir des arythmies qui peuvent être présentes pré-chirurgicales dans 10 à 20% des cas. Souvent, ça va être des CVP, comme on voit sur l'ECG ici, donc des contractions ventriculaires prématurées, qui généralement, comment dire, pas toujours, mais on peut avoir une résolution spontanée possible après correction du GTV, après correction de votre état de choc, de vos déséquilibres électrobasiques et de votre torsion gastrique. Par contre, post-chir, on peut avoir des animaux qui présentent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de CVP et pour lesquels un traitement médical va être nécessaire. On va traiter les CVP uniquement si on a une tachycardie associée, donc avec une fréquence cardiaque supérieure à 180 battements par minute, avec des répercussions hémodynamiques telles qu'une hypotension, et surtout si vous avez des modifications de morphologie au niveau de votre ECG, par exemple des phénomènes R sur T qui vont un petit peu prédisposer ou être un petit peu l'étape avant la fibrillation ou des CVP polymorphes ou autres, là on va les traiter. Comment on les traite? Un bolus, vous pouvez donner un bolus de lidocaïne à 2 mg kg IV lent.
Juste pour information, le bolus de lidocaïne, il va avoir un très bon effet anti-arythmique, mais peu d'intérêt au niveau de votre analgésie. Si vous utilisez la lidocaïne uniquement dans un but analgésique, c'est pas nécessaire de faire le bolus avant. Et ensuite, vous mettez en place votre CRI. Donc, comme on l'a dit, de 25 à 100 microgrammes kilo minute. Une fois que votre animal est stabilisé, on l'envoie en chirurgie. Ma slide va être extrêmement rapide parce que, alors là, pour le coup, me demandez pas vraiment de détails sur la chirurgie. Mais globalement, on détord et on fait une gastropexie incisionnelle. Donc, on vient suturer notre estomac à notre paroi abdominale. Et généralement, on fait ça au niveau de la zone pylorique, là, hein, au niveau du pylore. Ça, voilà, c'est les chirurgiens qui gèrent ça. Ça se passe très bien. Vous récupérez le patient en soins post-opératoires. Qu'est-ce que vous allez devoir faire en post-opératoire? C'est faire une surveillance cardiaque assez minutieuse. Si c'est des animaux que vous pouvez mettre sous ECG, c'est absolument parfait. Comme on l'a dit, les arythmies post-opératoires, sans ECG, c'est un peu difficile de les objectiver et donc de pouvoir les traiter correctement. Tout en sachant que des arythmies, ça peut vraiment provoquer le décès de votre patient. Donc, c'est d'autant plus important de les monitorer et de les traiter. Vous allez également surveiller tout ce qui est fréquence cardiaque, pression artérielle, fréquence respiratoire, état général. Vous pouvez faire des surveillances protéines totales, hématocrite et lactate, puisque dans les complications possibles des TTV, vous allez avoir tout ce qui est hémo-abdomen, CIVD, péritonite. Donc, c'est important de garder un œil très proche sur ces patients-là dans les prochaines 24-48 heures et de vraiment surveiller tous les paramètres cliniques, de bien les évaluer pour que si une complication se développe ou se met en place, vous puissiez l'identifier le plus tôt possible et intervenir le plus tôt possible. Au niveau des soins, ça va être important de garder ces patients-là sous fluide selon besoin. Donc, une fois que vous les avez stabilisés, généralement, c'est vrai que j'aurais pu préciser tout à l'heure, mais une fois que les animaux ont eu leur bolus de fluide à l'admission, si nécessaire, et que j'estime que cardiovasculairement parlant, j'ai stabilisé leur état de choc, c'est des animaux que je vais laisser sous 1,5 à 2 maintiens de fluide. Puis ensuite, ça va être vraiment selon l'état d'hydratation de mon patient. C'est des animaux qu'on va laisser sous antibiothérapie plutôt large spectre, donc amoxicilline acide clavulanique, donc une ASIM. Je préfère vraiment les spécialités intraveineuses. Hein. Oui, il y a le Clavo-B, mais on préfère vraiment les spécialités intraveineuses à 20 mg kg IV-TID. Vous allez pouvoir les laisser sous antinauséeux et vous pouvez mettre également en place des prokinétiques. Je ne l'ai pas noté, mais voilà, après, c'est vraiment des traitements un petit peu symptomatiques et de support. Vous pouvez utiliser des antiacides si notre estomac était un petit peu selon l'aspect en tout cas de l'estomac en chirurgie. Voilà, après, c'est à adapter. Et surtout, on laisse les patients sous analgésie post-opératoire. Au niveau du pronostic, on l'a vu en introduction, c'est un taux de mortalité qui peut aller de 20, 30 à 40%. Donc, ça va vraiment nécessiter une bonne surveillance et un bon suivi post-opératoire. C'est vraiment des animaux qu'on va évaluer régulièrement et qu'on va vraiment garder à l'œil. Au niveau prophylaxique, alors je ne sais pas vraiment si c'est réalisé de manière fréquente en France, mais en Amérique du Nord, on avait vraiment tendance à recommander des gastropexies préventives, notamment chez les chiens de grande race. Lors, par exemple, de leur première consultation vaccinale, on discutait un petit peu de cette pathologie-là avec les propriétaires. Et si c'est des chiennes ou des chiens, c'est vrai que chez les chiennes, c'est plus facile, entre guillemets, qui devaient être stérilisés une fois la croissance finie. Bah, à ce moment-là, souvent, on profitait de l'anesthésie et de la chirurgie de stérilisation à ce moment-là pour faire une gastropexie préventive. Pour les mâles, on le faisait aussi. On profitait de l'anesthésie de la castration pour faire des gastropexies préventives. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu en Amérique du Nord. Je ne sais pas du tout un petit peu la philosophie et les mentalités en France, mais sachez vraiment que ça existe. Ça ne va pas empêcher votre estomac de dilater, mais généralement, alors ça n'empêche pas à 100% de votre estomac de tordre, mais ça diminue votre incidence de manière assez importante. Oui, je ne l'ai pas mis dans la stabilisation, mais ton sérénien en pré-op, tu peux le faire sans souci. Ce qui va vraiment être important, ça va être tout ce qui va être fluidothérapie, analgésie, décompression gastrique et éventuellement traitement de tes arythmies. Mais si par exemple, tu as le temps de faire ton sérénia et même de commencer ton antibiothérapie préopératoire, c'est vraiment absolument parfait. Oui, il faut ne pas hésiter à donner ces traitements-là en pré-op également. Je te dirais que c'est pas... Je vais
si je devais choisir, je vais préférer administrer des fluides à mon patient et de l'analgésie plutôt que du Sérénia. Si par exemple je manque de temps, mais oui, absolument. Si on a le temps, il faut commencer à donner tous ces petits traitements-là pour soulager les animaux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, en célioscopie, je ne sais pas. Je pense que oui, c'est possible. Je te dirais que ça doit être plus ou moins chirurgien dépendant. Je suis pas vraiment fan des célioscopies pour ma part, notamment pour, pardon, pour les stérilisations, parce que oui, ta plaie chirurgicale, elle est plus petite, sauf qu'il faut que tu aies un chirurgien assez expérimenté pour que ce soit un gain de temps. Et c'est surtout que même si ta plaie est petite, le fait d'administrer de l'air dans ta cavité abdominale pour faire la cystoscopie, c'est extrêmement douloureux aussi. Donc, je trouve qu'on perd un petit peu le bénéfice de la cystoscopie pour les stérilisations. Mais si tu as un chirurgien qui maîtrise très, très bien la célio, qui fait très vite ses stérilisations et qui peut faire une gastropexie, je pense que ça doit pouvoir se faire en célio, mais j'en suis vraiment pas certaine. Je te dirais que je préférerais, je vérifierai, je te redirai, mais je pense que oui. Et ben voilà, en conclusion, c'est une urgence vitale avec un pronostic assez positif si elle est prise en charge très rapidement. Donc, ça va pas uniquement dépendre de vous, mais ça va aussi dépendre un petit peu des propriétaires et du du délai entre le début des signes cliniques et la présentation en urgence, qui nécessite une stabilisation médicale préopératoire vraiment rigoureuse et un suivi post-opératoire intensif et un traitement des éventuelles complications. Comme je vous disais, pour moi, ce n'est pas un motif de visite à domicile, mais si vous êtes confronté à une dilatation-torsion à domicile, toute la partie stabilisation, ça se fait très, très bien à domicile et il faut que vous stabilisiez vos patients avant, en effet, de les référer en clinique pour la suite de la prise en charge. Mais voilà, vraiment, je vous dirais que la pierre angulaire des GDV, c'est vraiment une stabilisation rigoureuse le plus rapidement possible, la chirurgie et un suivi post-opératoire également très rigoureux. Mais votre stabilisation, elle va énormément, énormément, énormément jouer. Si vous stabilisez pas vos patients, vous diminuez considérablement leur chance. Non. Voilà, Oh, parfait. Non, je ne veux pas quitter la réunion. Hop, je vais juste départager. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à tout ça. Ouais, alors, t'as des... T'as des... Ouais, c'est ça. Je lisais ton commentaire, Arnaud, désolé. Moi, je t'avoue que je suis plutôt team, je vais en chire une fois que mon patient est stabilisé et j'attends pas. Maintenant, tu as des cliniques et des centres de référé qui vont avoir tendance à stabiliser au courant de la nuit, faire la décompression gastrique, soit par gastrosynthèse, soit par sondage orogastrique, de continuer à monitorer bien leurs patients et d'envisager la chirurgie le lendemain. Je t'avoue que en effet, il y a deux écoles. Il y a un papier d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années, il faudrait que je le retrouve, où justement, il proposait une prise en charge des GDV uniquement par stabilisation la nuit et repousser la chirurgie au lendemain. C'est des choses qui se font. Moi, j'ai tendance je t'avouerai que si c'était mon animal, j'aurais envie qu'il soit opéré le plus rapidement possible après stabilisation. Et du coup, j'ai tendance à mettre en place cette prise en charge-là avec mes patients. Mais je sais pas si Calypso est là ou s'il y a d'autres. Enfin, je sais pas en fait comment vous gérez ça à Domvet. Est-ce que vous les opérez la nuit ou est-ce que vous avez tendance à les stabiliser et opérer le lendemain? Non, on opère la nuit comme toi. Et puis en fait, oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Il y a les deux écoles et les études n'ont jamais réussi à trancher parce que il n'y a jamais un protocole qui a pu comparer de manière équivalente les deux types de prise en charge. Mais d'un point de vue physiopathe, je vois pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus de lésions en attendant, en fait. Ouais, je suis Donc, d'accord. bah oui, même si effectivement il y a des centres et même des CHV hein, Oui, oui. qui attendent le lendemain, bah personnellement, enfin, je suis d'accord avec toi. Moi, je le fais et on le fait tous d'ailleurs, tous les à Donvet, on le fait tous la nuit même, quoi. Ouais, au Oui, Canada. moi, c'était plus par rapport à ce qu'ils peuvent nous dire en école, où effectivement, ils nous disent, bah, si vous êtes tout seul à 4 heures du mat, que vous êtes fatigué, peut-être qu'il vaut mieux que vous ayez correctement stabilisé votre animal et que vous ayez, que vous l'opériez à 8 heures du mat avec une ASV.
Sauf que je vois beaucoup d'avis, entre guillemets, mais pas tant de chiffres, d'études derrière qui me disent il y a une meilleure décision que les autres. C'est-à-dire que je vais avoir des vétos qui me disent non, il faut opérer de suite, d'autres qui me disent non, non, il vaut mieux attendre si tu es tout seul. Mais jusque-là, j'ai pas eu grand monde qui m'a sorti des arguments pour aller dans un sens ou dans l'autre, quoi. Il n'y a pas de papier. C'est simple, personne n'a jamais réussi à pondre un papier avec des groupes qui sont comparables, en fait. Donc, il n'y a pas de papier qui permette de trancher. Et je pense que les CHV où ils disent on opère le lendemain et ça se passe très bien, c'est surtout parce qu'ils veulent pas se déplacer la nuit, très clairement. Mais bon. Mais il n'y a pas de papier, en tout cas, qui permette de comparer réellement les deux types de prise en charge. Ça, c'est clair. Mm. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions sur alors, j'ai dit GDV tout du long. C'est SDTE en français, je m'excuse, c'est la même chose. Gastrique dilatation and volvulus. Puis du coup, à ce compte-là, je me rends compte aussi que j'ai parlé de CVP. Ça s'appelle comment en France? ESV? Non. Oui, les extrasystales? Ouais, les Ouais, contractions ouais, ventriculaires. ESV, ouais. Ouais, voilà, j'ai parlé de CVP, mais c'est des ESV. Parfait, désolée. Eh ben, parfait. On va pouvoir, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. De toute façon, la conférence a été enregistrée, donc vous pourrez la revoir si vous le désirez. Ou en tout cas, il y aura aussi à dispo le PowerPoint. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de pyothorax et de pose de drain thoracique dans la prise en charge des pyothorax chez le chat. Merci beaucoup, Agathe, c'était top. Merci à vous. Bon après-midi. Bon courage pour cette chaleur étouffante. Salut tout le monde. Bye.